1830, la colonisation débute par le débarquement des Français en Algérie et la conquête du nord du pays. En 1847, après la reddition de l'émir Abdelkader, l'Algérie est annexée à la République française. 3 départements y sont créés l'année suivante. La conquête du Sahara sera achevée en 1902. La population est composée à 90% d'indigènes, mais ce sont les 10% de colons européens qui détiennent le pouvoir. Les inégalités sont flagrantes, tant du point de vue socio-économique que du point de vue politique. « 8 mai 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, partout en France, mais partout en Algérie. Tout le monde dehors pour fêter la fin de la guerre. Et donc le 8 mai 1945, c'est la joie. Mais ils ne disaient pas indépendance, ils disaient nous, Algériens. On veut avoir maintenant, on a beaucoup donné pour la libération de la France, on veut avoir les mêmes droits que les gens de souche européenne. Un Algérien, il fallait 3 voix d'Algériens pour une voix d'Européens. À Sétif, à un moment donné, un policier s'est senti entouré, mais il a cru qu'il était en danger, alors que, voilà, et il a pris son pistolet, il a tiré en l'air, ou il a blessé des gens, je ne sais pas. Mais il s'en est suivi une émeute qui a fait qu'il y a eu 100 ou 200 Européens de tués en plusieurs jours, et ensuite, je ne sais pas combien de milliers d'Algériens massacrés. L'armée a distribué des armes aux Européens, etc., pour tuer. La Toussaint rouge. Une trentaine d'attentats sont perpétrés par le FLN dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954. Le bilan est d'une dizaine de tués, mais à partir de ce moment, les attentats seront de plus en plus nombreux. 414 en 6 mois. C'est le début de la guerre d'Algérie. À partir de ce moment, la présence militaire française s'intensifiera, passant progressivement de 100 000 à 400 000 hommes. Les appelés du contingent seront de plus en plus nombreux. La durée du service militaire s'allongera de 18 à 30 mois. Des réservistes seront rappelés, provoquant des manifestations souvent violemment réprimées. « 13 mai 1958. Suite à plusieurs journées de manifestations, l'armée prend le pouvoir à Alger. Et cet événement, le putsch d'Alger, précipitera la chute de la 4e République et l'avènement du général de Gaulle. Je t'ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Vive l'Algérie française. Vive la République. Vive la France. Marcel Iannelli est né en 1938. Ce fils d'immigrés italiens adhère très jeune au Parti communiste français. Animateur du Parti communiste en région Bourgogne, il a été élu au conseil municipal de Dijon de 1983 à 1995 et au conseil régional de Bourgogne de 1986 à 2013. Entre 1960 et 1961, il passe 14 mois en Algérie comme appelé du contingent. Durant cette période, il inscrit sur de petits carnets ce qu'il voit, ce qu'il ressent. 50 ans après, Marcel Iannelli se souvient et témoigne. Moi, j'avais un vrai problème de conscience, parce que j'étais opposé à ce qu'on appelait pas encore à l'époque une guerre, c'était des opérations de maintien de l'ordre. On disait ça, mais c'était bien une guerre. Et je militais déjà pour la paix en Algérie. Le 17 octobre 1957, au plein centre de Dijon, on manifeste pour la paix en Algérie. Les gardes mobiles, les policiers, à l'assaut au clairon, contre les manifestants, etc. On militait déjà pour la paix en Algérie. Mon frère, lui comme d'autres, a écrit au président de la République pour dire « je refuse de partir en Algérie, c'est contraire à la Constitution ». Et moi, je m'apprêtais à faire de même, parce que pour moi, il n'était pas question que je combatte un peuple qui voulait sa liberté, son indépendance, quoi. Au parti, on nous dit maintenant, il faut aller sur place
pour faire votre travail de militant communiste sur place avec les appelés en Algérie. Je n'y suis pas parti tout de suite parce que j'ai fait 28 mois de service militaire, dont 14 mois à Auxerre. Et à Auxerre, j'ai commencé à faire mon boulot dans l'armée, dans la caserne, mon boulot de militant communiste, parce que je distribuais clandestinement, bien sûr, des tracts qui parlaient de la paix en Algérie, etc., que je distribuais sans me faire choper dans la caserne, tout ça. Donc je faisais déjà mon boulot là. Et dans ma tête, bien sûr, ensuite, quand est venu le moment de partir, il n'était pas question que j'aille combattre un peuple qui voulait son indépendance. Et c'est pour ça que je voulais faire comme l'avait fait mon frère, refuser de partir et donc faire plutôt la prison plutôt que de me battre. Voilà, et c'est à ce moment-là que la direction du Parti communiste nous a dit, écoutez, c'était bien que des jeunes refusent de partir en Algérie pour donner de l'ampleur à notre refus de la guerre d'Algérie. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller sur place avec les gars du contingent, avec les appelés, pour les gagner à la compréhension du caractère de cette guerre et pour faire en sorte que nous aussi, nous soldats, nous contribuions à ce que la paix vienne le plus vite possible. Voilà, cet acte militant que j'ai accepté bien sûr parce que ça m'enchantait pas, mais en même temps, j'estimais que j'étais d'accord avec ça, bien sûr. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce sacré commando de chasse en Algérie. Alors, je suis parti de Dijon le 8 février 1960 et en attendant le train qui nous emmenait à Marseille, je discute avec un père de famille qui dit je viens chercher mon fils, mais il arrive entre 4 planches. Voilà, et il disait vraiment, il faut que les gens prennent conscience que c'est une guerre là-bas, que c'est atroce pour nous. En 1960, il y a 400 000 soldats français en Algérie, dont 80% d'appelés. La traversée de la Méditerranée se fait le plus souvent en 24 heures, de Marseille à Alger, à bord de paquebots comme le Ville d'Alger ou le Ville d'Oran. En arrivant de Alger à Biskra, on voyait des chenillettes partout, tout ça. Déjà la première image, c'était pas des opérations de maintien de l'ordre. Vraiment, j'étais surpris par ça aussi. Les jeunes qui partaient avec moi n'étaient pas très conscients de ce qui se passait, plutôt tranquilles, quoi. Plutôt tranquilles, en disant, bon, opération de maintien de l'ordre, on va aller faire en sorte que l'ordre soit l'ordre colonial, c'est moi qui le dis, l'ordre colonial soit rétabli. Mais arrivé à Biskra, on a des centaines de soldats sur une place, rassemblés, et un colonel qui prend la parole. Voilà, je veux des volontaires pour un commando, que les mains se lèvent. Je veux 5 volontaires. Et les 5 volontaires, aucune main ne se lève. Et il dit, pas de problème, j'aurai mes volontaires demain, et j'étais dans la liste des volontaires désignés d'office. Voilà. J'étais marqué comme communiste. Un officier qui était dans le train m'a montré mon livret militaire. Et c'était marqué, souligné en rouge, à surveiller par l'officier de renseignement. Voilà. Donc, et puis, mon frère ayant refusé de partir, la presse en avait parlé quand même, et on était connus comme communistes, quoi. J'ai 89 ans, je suis un ancien membre du FLN, de 55 à 62. En 1947, à l'âge de 18 ans, il quitte l'Algérie pour venir travailler à Paris. Sur place, il prend des cours du soir tout en travaillant dans l'hôtellerie et la restauration. Quelques années plus tard, il obtient son diplôme de chauffeur de taxi.
Il rejoint les rangs du FLN en 1955 et se sert de son taxi comme couverture pour assurer son rôle d'agent de liaison. Il transporte des armes, de l'argent et des membres du FLN à la frontière espagnole et à la frontière suisse pour alimenter la révolution en Algérie. Il a également participé à l'exfiltration, vers la Suisse, de joueurs algériens de football à la veille de la Coupe du Monde de 1958, leur permettant ainsi de constituer une équipe algérienne clandestine. Il est décédé à Alger le 25 avril 2019. Alors, le directeur a décidé de m'exclure parce que j'étais indigène. Et pourtant, j'étais très 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 fort. J'étais de concurrent avec son fils. Il appelle mon grand-père en lui disant « Prends ton petit-fils pour aller garder les chèvres ». Voilà, la justice entre l'indigène et les Français. Et donc, je me suis retrouvé aux premières lignes. C'était un commando héliporté sur les théâtres d'opération, etc. Je savais que ça serait très dur. Il fallait d'abord que je convainc mes camarades, appelés, du caractère de cette guerre-là. On n'était pas en Algérie, on était dans un des départements de la France, quoi. On venait remettre l'ordre, pas plus, c'était une idée qui ne souciait pas plus que ça les soldats. Dans ce commando, mon souci, c'était de leur faire prendre conscience du caractère de cette guerre, de ce que nous faisions, qui n'était pas encore appelé guerre. Et donc, un de mes copains qui disait « Mais pourquoi tu t'opposes à cette guerre ?» Je disais « Mais c'est pas une guerre pour la France. Voilà, n'allez pas vous faire tuer, n'allez pas commettre de saloperies pour une guerre qui n'est pas une guerre pour la France. » Donc, le directeur a construit un stade de tennis spécialement pour son fils. Alors nous, qu'est-ce qu'on faisait? On nous donnait des petites bêches pour bêcher les légumes, pour arroser les légumes. Mon grand-père connaît un ami à mon père qui était épicier. Il m'a amené chez lui comme épicier pour manger, pour pas crever de faim. Il fallait que je me fasse adopter par les gars. J'étais un militant communiste qui refusait de faire la guerre. Curieusement, quand même, je suis devenu un peu copain avec des soldats de carrière venant des colonies et qui avaient des idées très progressistes, dans le commando. Sinon, les bougnoules, les arabes, les ratons, on va se les mater, quoi. C'était quand même l'ambiance générale. Les officiers. C'était il faut appliquer ce que l'armée nous ordonne de faire et ce que l'armée nous ordonne de faire, c'est par tous les moyens, ça c'est l'ordre qui a été donné par les hommes politiques de l'époque, de dire utilisez tous les moyens que vous voulez pour en finir avec la rébellion. Et bien quand on dit ça à une armée, l'armée utilise tous les moyens. Et donc l'officier du commando qui hurle dans un ratissage « Ramassez tout ce qui est torturable !» Vous vous rendez compte? Ramassez tout ce qui est torturable. À partir du moment où on dit à l'armée « Utilisez tous les moyens pour en finir avec la rébellion », il ne faut pas le dire deux fois à l'armée. Ils sont aux ordres des politiques. Les politiques ont dit « La torture !» Oui, la torture. Les hommes politiques en place, qu'ils soient de droite ou socialistes, Mitterrand, Lacroix, etc., des ministres socialistes, donnent l'ordre d'utiliser tous les moyens, dont la torture, quoi. Dont la torture. Ils le savent. L'honneur de l'armée française, pour moi, c'est le général de la Bollardière, qui à l'époque a dit non, la torture est contraire aux conventions de Genève, et il a été écarté. Et donc ce cri du lieutenant du commando, le chef du commando, ramasser tout ce qui est torturable, c'est un cri du cœur, un cri d'un homme qui applique ce qu'on lui a dit de faire, quoi. Et les femmes, il faut les ramasser les femmes aussi, il faut les faire parler les femmes. Une fois, dans un village, il y a eu un ratissage de faits, et puis, dans une mechta, il y avait un gamin d'après la voix, on l'a pas vu, on était assis dehors, nous, les quelques soldats. Mais on entendait les coups portés à ce gamin qui émettait des plaintes. Pour moi, c'est un souvenir absolument douloureux, parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Mon problème à moi, c'était mes copains soldats qui disaient « Il faut bien torturer ces gens-là si ça peut sauver des gens de chez nous. » Mon souci à moi, c'était de gagner mes camarades à la conscience que ça, c'est pas possible. 15 ans avant, les maquisards en France luttaient contre les nazis, la Gestapo.
Eh bien, nous, on était en train d'utiliser les mêmes méthodes que les nazis, la Gestapo, des tortures innommables, à la Gégène, etc. Voilà. Ils nous ont mis dans un bateau, le Normandie, dans des cales. Ils nous ont mis dans les cales. On descend à Port-Ventre. De Port-Ventre, il fallait prendre le train jusqu'à Paris. On arrive à Gare de Lyon, pas un sou. Mon père, il nous attendait. Figurez-vous, je ne connaissais pas mon père. J'ai été recruté en 1955. Et je faisais partie d'une cellule. Une cellule qui se composait de 3 ou 4 membres. Je me suis engagé. Qu'est-ce qui m'a motivé? Par les injustices que j'ai subies en Algérie. J'étais chef de cellule. On ramassait de l'argent, ils m'ont remetté l'argent au chef de wilaya. Alors, en 57, figurez-vous, il y a un chef de secteur qui est arrivé en disant « Qui est Louhi Mouloud ?» Alors, je lève le doigt, je dis « C'est moi ». Alors, il me dit « Il est muté à d'autres fonctions ». Le lendemain, il m'amène, il me présente au responsable fédéral, qui était mon ami. Et moi, j'ignorais tout. Il était contacté par Abban Amran, et Abban lui a dit textuellement « Je veux que tu organises la Fédération de France et je ne veux plus d'arrestation. » Pourquoi? Parce que les anciens responsables, à chaque fois, ils se faisaient arrêter par la DST. Alors, je me rappelle, il lui a donné un ordre de mission, il l'a mis en dessous le col. Il est venu par l'Espagne. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit, tu vois, c'est à moi qui va diriger la Fédération de France. Et pendant les 14 mois de commando, oui, on a tout doucement, cette prise de conscience. Parce que je voulais qu'ils comprennent que se faire tuer pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la France, il faut éviter absolument. Et c'est comme ça que je les ai gagnés tout doucement à la prise de conscience du caractère de cette guerre et à la prise de conscience de savoir refuser, désobéir des ordres. Désobéir, c'est un acte politique, un acte de conscience, un acte moral, de savoir désobéir à des ordres qui sont contraires à ce que nous pensons. Et donc, on a réussi comme ça à dire... Ils voulaient nous envoyer en pleine nuit dans une embuscade où on savait qu'on allait se faire tirer dessus. Et j'ai dit, les gars, on décide de ne pas partir. On décide, c'est pas la peine de... Voilà, c'était en 61 déjà, on était près de la fin de la guerre. On voyait bien que tout le peuple algérien, conscient ou pas conscient, entrait dans cette guerre de libération. À l'armée, il y avait le service d'action psychologique, destiné à interroger des Algériens, mais aussi destiné à embrigader les appelés dans cette guerre avec des méthodes inqualifiables. Et une des premières opérations que j'ai faites à héliporter, on arrive sur un plateau, des hauts plateaux des Aurès, et c'est dans les bananes, un transport de troupes des bananes, des grands hélicoptères, et ils n'ont pas le droit de se poser, donc ils sont à 1 mètre du sol et on saute de l'hélicoptère, et des ordres refusent. Allez-y, détruisez tout, des camps de nomades, détruisez tout, cassez tout, etc. Et dans le même temps, des coups de feu de partout, derrière nous, etc. Et donc, avec cette idée, on est attaqué, il y a des soldats. Non, il n'y avait pas d'hommes. Les hommes, quand ils ont vu les hélicoptères, ils sont vite partis, voilà. Les hommes qui n'étaient pas des combattants algériens, c'était des nomades. Et donc, les soldats de casser les jattes d'eau, de déchirer les sacs de nourriture, etc. Et moi, je dis non, je ne suis pas soldat pour commettre des actes comme ça. Et voilà. Mais surtout, pour apprendre quelques jours plus tard que les coups de feu ne venaient pas d'en face, il n'y avait personne en face, venaient des officiers et des sous-officiers pour faire croire qu'en face, il y avait un danger. Voilà. Et à partir du moment, vous voyez, ça, c'est drôlement bien pensé quand même, parce qu'à partir du moment où on commet des actes comme déchirer des sacs de nourriture, etc., de démonter les tentes, etc., à partir de comment on commet des choses, après,
pour essayer d'avoir moins mauvaise conscience, on se donne des bonnes raisons. C'est subtil, cette façon de mouiller les mecs, de mouiller les appelés, pour qu'ensuite ils ne puissent plus revenir en arrière. Alors il me dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu seras à notre disposition. Tu seras coupé de l'organisation et tu travailleras avec le comité fédéral. Entre-temps, comme j'avais le certificat de taxi, il m'a donné de l'argent, j'ai acheté un taxi à mon nom, avec une licence en taxi, tout ça pour servir le FLN. Donc le taxi, c'est une couverture. À partir de là, j'étais permanent, jour et nuit, au service du comité fédéral, jusqu'à l'indépendance. Alors en 1958, on a envoyé des frères au Maroc, au camp militaire d'instruction. Alors, on m'a chargé d'aller les ramener à la frontière espagnole, à Saint-Jean-de-Luz, dans un petit village qui s'appelait Doncharia. Alors, les petits frères venaient de l'Espagnol, et moi, avec mon taxi, j'avais une fille du réseau Janson devant, et 3 petits frères à l'arrière. Et je faisais la navette comme ça. Tel jeune qui voulait... qui n'arrêtait pas de me parler de son père, qui était résistant, qui n'arrêtait pas de me parler de sa sœur, il ne pouvait en dire que du bien, etc. Et on était bien copains avec lui. Voilà, c'était un jeune sympa. Bon, j'étais pas porté en opération à ce moment-là, et une partie du commando est partie en opération. Et quand il revient, j'apprends que ce jeune-là avait violé une femme. J'étais fou de rage, de cette rage froide, hein, de cette rage froide. J'ai réuni dans l'école qui servait de caserne, j'ai réuni tout le monde, il dit bon, on va discuter maintenant, on va discuter. Tu me parlais devant tout le monde, tu me parlais de ton père qui était résistant, tu me parlais de ta sœur, etc. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu as fait ce que ta sœur aurait pu lui arriver en France, et d'être violée par les soldats allemands? Qu'est-ce que tu viens de faire, etc. Alors il pleurait devant tout le monde, etc. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Ce qui m'a meurtri, c'est cette violence terrible, quoi. Je me disais, mais c'est mon armée, c'est l'armée de la France des droits de l'homme qui commet des choses pareilles. J'étais vraiment meurtri, quoi. Et pour donner un exemple de cette violence incroyable, je suis dans une des opérations, je suis sur un piton avec mes autres camarades du commando, et j'ai des jumelles. Et du piton, je mets les jumelles en face à quelques centaines de mètres, mais avec les grosses jumelles, il y a sur un autre emplacement, un autre plateau, quoi. Je vois des gens arrêtés, des soldats, et un officier qui donne, je le vois faire le geste, qui donne l'ordre à un harki. Voilà. Et le harki s'exécute, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge un gamin de 18 ans, un jeune de 18 ans, il l'égorge. Et puis, j'ai compris qu'il devait égorger aussi une deuxième personne. La deuxième personne, il l'égorge mal, et il le termine à coups de couteau dans la poitrine pour le finir, quoi. Voilà la bestialité de cette armée qui était de cette armée qui était chargée de soi-disant de maintenir l'ordre. Non, on était dans la pure violence. Et ça me fait penser, j'ai beaucoup en tête ce qu'a pu dire Hervé Bourges, qui disait le crime commis dans un camp n'excuse pas le crime commis par l'autre camp. Mais le crime commis dans mon camp, par mon camp, moi j'en suis responsable. Voilà. Moi je portais cette honte-là, si vous voulez, de crimes qu'on commettait au nom de la France. Voilà. Papa a décidé d'un couvre-feu pour les Algériens. Moi j'étais pas au courant. Je travaillais comme normalement la nuit. Ça. Un jour j'arrive à Levallois, à Place Collonges, alors au rendez-vous des taxis. Il y avait un monde fou de voitures de taxi. C'était le moment de manger c'était le repas avant d'aller se coucher. Bon, je laisse la voiture derrière, je la laisse au milieu de la place. Il y a un car de police qui arrive. Il y a qui c'est la voiture qui est là? Je dis, c'est moi.
Ah, vous aurez pu vous garer ailleurs. Je dis, écoutez, il n'y a pas de place. Bon, vous dégagez là. Après, il me dit, les papiers. Oh là là, il a dit, c'en est un. Qu'est-ce que c'en est un? Voilà. Alors pour lui, j'étais heureux, parce qu'il avait le Mouloud. Oh, c'en est un. Ils m'ont amené au poste de police de Villiers. Ils me questionnent, je dis, moi je ne connais pas la FLN. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est ça la FLN? Ouais, d'accord. Et ils m'ont gardé là jusqu'au matin. Alors le matin, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que je fais? Vous permettez que je téléphone à mon patron à l'hôtel? J'ai habité 22 rue Richelieu. Alors, la dame était une Belge. Elle m'estimait comme son fils. Alors je dis, vous vous rendez compte? Je suis dans un cage à poule à Villiers, on m'a emmené toute la nuit, j'ai rien fait, je connais pas. On me parle du FLN, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai rien entendu sur FLN. Elle est arrivée, une demi-heure après, elle m'a sorti de là. Vous vous rendez compte? C'est mon petit Louis, je ne connais pas, mais ça fait des années qu'il habite chez moi. Je prends la responsabilité. Alors prenez-le, dit le commissaire. Je dis, vous vous rendez compte? On me prend pour un FLN, moi? C'est pas possible. Imaginez, rue de Richelieu, juste à côté de la Comédie Française, j'étais le seul Algérien qui habitait dans tout ce quartier. Seul arabe. La violence était dans le commando, bien sûr. Elle était hélas pas seulement dans le commando. Dans tous les régiments, il y avait des faits de violence incroyables, bien sûr. 8000 villages détruits en Algérie. 8000, ça vous donne une idée de... pendant les 8 ans de guerre. Et j'ai toujours en tête des épisodes difficiles, tels moi, dans le Djebel, on m'avait mis, comme dans les classes, je tirais bien au fusil, tout ça, on m'avait mis tireur d'élite. Et dans la montagne, avec mon fusil à lunettes, on m'ordonne de tirer du haut d'un piton, de tirer sur un homme, une femme, qui était dans la montagne en contrebas, qui en principe n'avait rien à y faire. Et moi, bien sûr, j'ai dit non, je ne tire pas sur des civils, pas question, voilà. Et quand on est redescendu de la montagne, entre-temps, un avion est passé, et j'ai vu les 2 corps napalmés, les 2 corps carbonisés, voilà. J'avais la voiture pleine d'archives, des comptes rendus, des mitraillettes, des pistolets. Je traverse le bois de Boulogne, c'était vers 8h30, 9h du soir. Je monte boulevard Henri Sellier, ça s'appellerait. Avant d'arriver à Suresnes, je vois une lampe qui fait. Un agent avec sa petite lampe. Avant d'arriver, je descends et je vais vers lui. Je lui dis, monsieur l'agent, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait 3 fois que je me fais arrêter. Je viens de la gare de Lyon avec mes clients. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, écoutez, vraiment, il y en a marre de FLN, ils n'ont qu'à aller faire la guerre chez eux. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus travailler, c'est pas possible. Alors il regarde comme ça. Elle dit, allez, passez. Alors mon responsable, ouf, m'a dit, donc, t'as du culot, toi. Et un autre exemple douloureux, un ami soldat, on s'était perdu de vue, ça faisait des mois qu'il était dans un autre régiment et je le rencontre à Hassim Messaoud et je vois cet ami qui était très jovial, complètement métamorphosé, je dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et il finit par me dire ce qui s'était passé. Dans son régiment, il y avait un adjudant de la Légion qui, en pleine nuit, lui a ordonné de se lever et de prendre sa mitraillette. Et il dit, j'ai compris ce qu'il voulait faire, parce que la corvée de bois était assez coutumière.
Et lui, de me dire, mais je voulais pas partir, je voulais pas y aller, etc. Et puis l'adjudant de le menacer de mort s'il n'exécutait pas son ordre, quoi. Voilà, la corvée de bois, c'était des prisonniers dits fellagas, moi je dis combattants algériens. Pour s'en débarrasser, on disait tentative de fuite et on les exécutait. C'est-à-dire qu'on leur disait allez, tu t'en vas, dans pleine nuit, tu t'en vas. Et on lui a envoyé une rafale de mitraillettes dans le dos, quoi. Voilà. Et tentative d'évasion. Voilà. Et mon copain, on l'a forcé à faire ça. Eh bien mon copain, c'est un cauchemar, sa vie était brisée. Il était effondré. Quoi, j'ai tué un homme. Il m'avait rien fait, me dit-il, il m'avait rien fait. Le comité fédéral qui a décidé de manifestation sans consulter le GPR. Pourquoi? Parce que Papon, avec sa répression, interdiction aux Algériens de travailler, de sortir, il faut un laisser-passer pour travailler. C'était vraiment là, c'était intenable. Pour enlever tout ça, le comité fédéral a décidé une manifestation à main nue, hommes, femmes, enfants, sortir dans la rue. Ça venait de Nanterre, de Paul Neuilly, ça a été vraiment une catastrophe. Mais elle a été bénéfique pour l'Algérie. Ça a été vraiment un coup sur le plan international, à l'ONU. C'était 50% de l'indépendance grâce à cette manifestation. Il y avait plus de 300 morts. Alors M. Papon disait il y a 2 blessés graves, 3 blessés parmi les gardiens de la paix. Or quand on jetait les gens vivants, au pont Saint-Michel, au pont Neuf, on a trouvé même qui était pendu au bois de Boulogne, sur un arbre. Ça a été épouvantable. Et tout ça, c'est M. Papon. Les soldats, les appelés, étaient quand même un peu dérangés par ce qu'on leur faisait faire, quoi. Et donc, de la culpabilité était à fleur de peau, tout ça, quoi. Moi, je ne voulais pas enfoncer le clou de la culpabilité. Je voulais surtout leur dire, les gars, ne vous salissez pas les mains. Ne commettez pas des choses que vous allez garder pour vous toute la vie. N'allez pas vous faire tuer pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la France, etc. Voilà. C'était ça, quoi. Ce travail de militant que je voulais m'imposer. Imaginez-vous, je jouais de l'harmonica déjà à l'époque, dans le cantonnement, on était plusieurs à chanter la Jeune Garde. Vous vous rendez compte, c'est absolument hétéroclite, bizarre. 2-3 copains ont chanté la Jeune Garde. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les curés, etc. Bon. Voilà, chantez ça. Et puis ce paradoxe-là, ce paradoxe de ces gens jetés dans la violence et victimes de ce climat de violence, quoi, qu'on leur avait imposé. Voilà les journées d'un appelé communiste, on va dire. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Le jour où je mets le pied sur le bateau qui nous ramenait à Port-Vendre, en France, donc, ce jour-là, il y a eu le putsch des généraux Félon et des officiers et sous-officiers. Il s'est passé une chose formidable, hein. Les gars du contingent se sont rebellés et ont désarmé les officiers et les sous-officiers Félon. C'était quand même un certain nombre en Algérie, des militants communistes, des militants chrétiens, des militants anarchistes, voilà, une série de gens à avoir conscience de cette guerre, quoi. Eh bien, je me disais, tout ce travail qu'on a fait au jour le jour a fini par porter ses fruits, parce que c'était au début, youp, on va aller bouffer du bougnoul, puis après on disait, la guerre, on n'en veut plus.
La guerre, on n'en veut plus, il faut arrêter. Parce qu'on se rendait compte qu'en face, c'était pas une poignée de fellagas, comme il disait, qui était en guerre contre la France. C'était tout un peuple qui, bon gré mal gré, on va dire, avait choisi la libération de l'Algérie. Je me retrouve en France, en avril 61. Alors on pourrait dire jubilation, etc. Je me souviens pas de jubilation. J'ai du mal à me retrouver dans la vie civile. J'ai du mal à baigner à nouveau dans ce chaud climat familial, etc. Ces carnets que j'ai écrits pendant les 14 mois de commando, ils étaient là dans une pochette en craft au fond de mon tiroir, mais quand j'ai écrit ça, je n'avais pas l'idée d'en m'en servir pour témoigner. J'ai écrit, moi, comme j'avais l'habitude d'écrire dès mon adolescence, sur des carnets, automatiquement j'ai écrit. Et j'ai écrit sur tout ce que je voyais, ressentais, etc. quoi. Mais je savais que ça serait difficile et j'écrivais d'autant plus ce que je voyais, tout ça. Mais il n'y avait pas d'objectif de faire savoir. C'est quand même 31 ans après la fin de la guerre d'Algérie, en 99, qu'on a parlé enfin qu'il s'agissait d'une guerre. Incroyable, ce refus de tirer le leçon de ce passé colonialiste, lourd. Je crois que c'était la première fois, donc en terminale, où on évoquait vraiment la guerre d'Algérie, parce que sinon c'est en troisième où on a le choix d'étudier donc soit l'indépendance de l'Inde, soit celle de l'Algérie, et généralement c'est celle de l'Inde qui est choisie parce que plus pacifique et qui concerne pas directement la France. Le thème de l'Algérie n'a pas vraiment été abordé. Ce que je sais de la guerre d'Algérie, je le tiens vraiment des carnets d'Algérie de mon grand-père en fait. Et peut-être éventuellement d'un vague programme ou reportage que j'ai pu voir à la télévision. Lors de mon cursus scolaire en Algérie, donc on a étudié l'histoire de la guerre d'Algérie, vue du côté algérien. Effectivement, donc on disait qu'il y a eu 1,5 million de martyrs. Après, ça a soulevé beaucoup de réflexions, notamment de mes camarades, parce que c'est une guerre qui a touché la France et qu'on en parle très peu. Et beaucoup m'ont dit, mais c'est vrai que toi, ton grand-père, il en parle, mais moi, le mien, je sais même pas s'il a fait la guerre d'Algérie, je sais pas s'il y était, et j'oserais peut-être jamais lui demander, parce qu'on a peur que ça blesse, on a peur du sentiment de honte, peut-être. J'ai un peu le sentiment que cette histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, était un peu trop frais pour être divulgué et présenté aux générations futures. On a eu quand même plus de témoignages de l'Indochine, de l'Inde, mais l'Algérie, je sais pas, c'est peut-être quelque chose de plus tabou qui ne peut être vraiment transmis que par les expériences de nos aînés, quoi, de nos grands-parents. Je pense que mon grand-père, il a su vouloir avancer finalement, vouloir dire, écoutez, est-ce qu'on peut écouter eux ce qu'ils ont à nous dire avant de penser à nos propres intérêts, parce que c'est peut-être ça aussi la fraternité, c'est savoir écouter l'autre et lui dire, si maintenant tu veux te séparer, pars, on perd pas un bout de nous, c'est pas une perte, c'est plutôt normal en fait de se séparer de l'Algérie. Je peux citer un ami d'enfance qui était au collège avec moi, qui avait ses parents qui étaient purement algériens. On sentait cette espèce de réserve chez eux. Des gens qui ne préféraient pas ennuyer ou parler des histoires fâcheuses du passé. Et plus tard, ça s'est ressenti avec des connaissances que j'ai eues, peut-être anciennes victimes de la guerre d'Algérie, qui vivent maintenant en France, qui ont eu des enfants, et qui ne leur ont pas transmis ça, et donc qui sont restés un peu dans ce mutisme, cette soumission un peu à se dire vaut mieux pas trop parler des problèmes du passé pour garder notre image et notre place en France, qui a été incomprise par leurs enfants, par les plus jeunes générations, qui se sont peut-être marginalisées pour le coup.
Il y a un élément aussi que j'ai observé, c'est que la génération après-guerre, les Algériens, ma génération, je pense que c'est une génération aussi qui a eu ce recul, cette lucidité de ne pas faire d'amalgame. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne ressens pas, pour avoir vécu et grandi en Algérie, je ne ressens pas au sein de la population algérienne une animosité, une haine envers les Français. Donc quand il y a un Français qui se déplace en Algérie pour travailler ou en tant que touriste, globalement, il est bien accueilli, donc il n'y a pas cette haine. Par contre, il y a un réel, une attente, un besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé. Ils ont fait faire silence aux médias, ils ont censuré. Il fallait surtout pas parler de ce qui se passe en Algérie. Et les films qui sont sortis, ils ont été longtemps interdits, quoi. Au contraire de ce qui s'est passé aux États-Unis, où tout de suite, avec la guerre du Vietnam menée par les Américains, tout de suite, il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de livres, beaucoup de films, etc. La France est payée, les hommes politiques de l'époque se sont payés le luxe de dire « on n'en parle pas ». Silence. Silence. Vous savez, dans les familles où il y a eu des drames, des morts, des accidents, des crimes, des drames qui ont traumatisé les personnes concernées, eh bien, le plus terrible, c'est de faire silence aux générations qui viennent derrière. C'est de ne pas en parler ou de dire des choses fausses. Eh bien ça, c'est lourd de conséquences parce que la non-transmission de traumatisme vécu douloureusement par les personnes concernées se traduit par souvent après 1, 2, 3 générations. Mais du coup, on voit bien le fait que la non-transmission dans les familles, c'est grave, mais la non-transmission au niveau sociétal, là, à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'exemplaires, 4 millions d'appelés, 80% de ces appelés n'en ont jamais parlé. Il faut voir les dégâts psychiques que c'est la cause. La violence n'est pas unilatérale d'ailleurs, hein, je précise, du côté du FLN et des combattants algériens, c'était la violence. Après, moi je ne porte pas de jugement, c'est aux Algériens de tirer les conséquences de cette guerre aussi, des excès, des exactions commises dans cette lutte-là. Ça me regarde pas, ça les regarde. Moi je dirais non, il faut continuer à faire ce travail de mémoire et aller vers la reconnaissance des crimes coloniaux commis par l'État français. La reconnaissance, le fait qu'il y a eu des crimes d'État, des commandes d'État. C'est au contraire de créer les conditions que ce travail, le nôtre, mais celui aussi des Algériens, permettent qu'il y ait des relations nouvelles qui se créent entre la France et l'Algérie. Le 8 janvier 1961, un référendum sur le droit à l'autodétermination du peuple algérien est approuvé par plus de 75% des Français. L'OAS, organisation de l'armée secrète contre l'indépendance de l'Algérie, est créée 3 jours plus tard et pratiquera une politique d'attentats meurtriers jusqu'en 1965. Les entretiens déviants entre le FLN et le gouvernement français débuteront en mai 1961 pour aboutir à un accord le 16 mars 1962. Le 1er juillet 1962, le référendum sur l'autodétermination est approuvé par plus de 99% de la population résidant en Algérie. L'indépendance sera proclamée le 5 juillet. Entre 1954 et 1962, ce sont plus de 1 340 000 appelés ou rappelés et plus de 400 000 militaires de carrière, soit un total de 1 750 000 hommes, qui participeront au maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Parmi eux, 24 614 furent tués et plus de 65 000 furent blessés. À ces militaires français, il faut ajouter 400 000 musulmans algériens, les harkis, qui ont combattu du côté français. 90 000 harkis
ont pu gagner la France après la signature des accords d'Évian et ont obtenu le statut de réfugiés. La grande majorité des Harkis est restée en Algérie. Et parmi ceux-ci, plusieurs dizaines de milliers furent exécutés durant les premières années de l'indépendance. Côté algérien, le bilan humain est difficile à établir. Mais il y aurait eu entre 350 000 et 400 000 personnes tuées, toutes populations confondues.